C'est un plaisir de vous avoir. C'est vraiment un immense honneur d'avoir Madame Fatou Keïta à cette rencontre. Je sais pas, le plaisir est immense parce que c'est pas tous les jours, c'est vraiment pas tous les jours d'avoir avec nous une doyenne de la littérature de jeunesse en Afrique. Ça, il faut le préciser. Hein. J'ai toujours lu les deux. En fait, quand j'écrivais l'article sur les scènes Amazones de la littérature de jeunesse en Côte d'Ivoire, je me rappelle quand j'ai vu le parcours de Fatou, j'étais impressionné. Je dis que waouh, est-ce que j'aurai l'occasion de la rencontrer un jour? La magie du web. C'est la magie du web permet justement qu'on puisse se rencontrer. Mouna Kalati est vraiment très ravi de vous avoir aujourd'hui. Vraiment. Merci de me recevoir. C'est important vraiment de le préciser avant le début. Nous rappelons déjà d'entrée de jeu que vous êtes une auteure jeunesse confirmée, auteur de la littérature générale confirmée aussi. Vous êtes académicienne. Peut-être on oublie peut-être souvent ce pan, mais vous êtes aussi une académicienne qui a roulé sa bourse longtemps dans les universités et vous avez produit tellement d'œuvres jeunesse. Je crois que vous êtes dans le top 10 en Afrique en termes de contenu, en Afrique francophone. C'est bon, là où nous avons étudié, c'est-à-dire en Afrique, non, en Afrique subsaharienne, vous êtes dans le top 10 des auteurs les plus prolifiques en termes de contenu. Nous avons mené cette recherche. Aussi, vraiment, c'est un plaisir, c'est un honneur de vous avoir. Bienvenue, Madame Fatou Keïta. Merci beaucoup, merci pour toutes ces éloges. Je vais laisser le son groupe vous présenter encore, parce que je ne faisais que faire des éloges, je suis dans mes nuages. Oui, bon, écoutez, vous avez bien résumé. Je suis donc Fatou Keïta, mon vrai prénom c'est Fatoumata, mais on m'appelle Fatou depuis toujours. J'ai commencé quand même, j'ai une trentaine de titres. J'ai commencé en 86, je crois, 96, avec Le Petit Garçon Bleu. Et Le Petit Garçon Bleu, je veux dire, c'est mon livre, c'est vraiment mon livre porte-bonheur. Il est sorti, il a eu tout de suite le prix UNESCO pour la tolérance. Et bon, il a boosté vraiment ma création, si on veut dire. Ça m'a vraiment donné envie de continuer. Et donc, Le Petit Garçon Bleu, c'est vraiment mon livre phare, mon livre porte-bonheur. Et jusqu'à aujourd'hui, les écoles l'étudient beaucoup en Europe, même en Europe. Et c'est vraiment c'est un bonheur. Donc, mais ceux qui ont suivi, moi, je les aime beaucoup aussi, mais les livres que j'ai écrits plus tard, j'en ai, comme je le disais, une trentaine. Et voilà, bon, j'ai deux romans. J'ai un roman aussi qui a très très bien marché, qui s'appelle Rebelle, qui parle du problème de l'excision. Bon, j'en ai parlé, donc ça fait il y a 20 ans, hein, il y a 20 ans de cela, mais il est toujours d'actualité. Il a été utilisé par les secondes de collège pendant des années, pendant au moins une quinzaine d'années. Il y a encore des écoles qui continuent de l'utiliser. Bon, l'excision existe toujours, hein, donc je pense que c'est un livre qui compte quand même par rapport à cette lutte contre l'excision. À part ça, bon, on m'a tellement demandé de continuer, de faire la suite de Rebelle, que je suis sérieusement en train d'y penser. Bon, les livres pour enfants, ça, j'ai toujours plein d'idées. Là, je suis en train de travailler sur deux petits albums. Et donc voilà, la vie continue, l'écriture continue, grâce aux enfants, grâce aux grands aussi, parce que ce sont les grands qui découvrent les livres et qui les amènent aux enfants. Voilà. D'accord, merci pour cette présentation qui est assez complète. Nous allons passer la parole à Zeynab Diomandé, qui est notre jeune alumni à Mouna Kalati. Elle a aussi beaucoup de castes. Donc, je vais lui laisser le soin de se présenter. Zeynab, s'il te plaît, ta caméra aussi, s'il te plaît. Ah, excuse-moi. Bonjour à tous, bonjour Herman, bonjour à tous les panélistes. Déjà, je tiens à préciser que c'est un immense, mais vraiment honneur d'être avec, que ce soit Fatou Keïta, que ce soit également Dr Tanan Lora et tous les autres panélistes. Je suis très heureuse parce que Fatou Keïta, oui, comme tu le disais au départ, moi j'ai lu Fatou Keïta quand j'étais en classe de CE1 et pour ce qui est de Dr Tanan Lora,
était mon professeur à l'université. Donc, je suis très heureuse. Comme tu l'as dit à l'instant, je suis Zeynab Diomandé. Je suis auteure de jeunesse. J'ai écrit mon tout premier livre en 2022. Je suis également doctorante en espagnol spécialisée sur l'inégalité sociale de la presse colombienne. Donc, je suis également journaliste radio. Et puis, pour terminer, je suis professeure d'espagnol. Merci beaucoup. D'accord, merci. Sans transition, on va passer. Bonjour à tous. Je ne sais pas si on me voit. Alors, Oh, bonjour. Je suis écrivain-conteuse et auteur de livres jeunesse, également enseignant-chercheur et psychologue. Voilà, merci. Ok, donc le panel est présenté. On espère que M. Ange Félix va nous rejoindre pendant la présentation, tout au long de la présentation. Donc, d'entrée de jeu, je vais faire la présentation du rapport d'études que nous avons mené sur la littérature de jeunesse en Côte d'Ivoire. Après quoi, on passera aux échanges avec les membres du panel et on passera maintenant la parole à nos followers pour qu'ils puissent poser leurs questions, qu'on puisse échanger ensemble pour qu'ils donnent leur point de vue par rapport à ce qui a été dit tout au long de la présentation. Donc, pour commencer, d'entrée de jeu, en espérant que vous voyez mon écran, c'est ça? Oui, vous voyez toujours mon écran? Oui. Donc, le titre, c'est l'aperçu de l'édition jeunesse en Côte d'Ivoire, 1977-2022. D'entrée du jeu, nous voulons remercier les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce travail, de ce rapport. Nous commençons par Google News Initiative, parce que nous avons réalisé ce projet dans le cadre de Google News Initiative. Il était question de médiatiser ou bien de créer des contenus qui vont être publiés et qui vont donner des informations sur l'état de la littérature de jeunesse en Afrique. Ensuite, Zena demande naturellement qui nous a aidé dans la relecture, dans la stratégie de rédaction aussi. Et enfin, Dr Michel Tanonora qui vraiment a aussi contribué. Elle a apporté du contenu, elle a apporté des informations, des ressources qui nous ont permis d'améliorer le travail. Voilà. Pourquoi les objectifs de notre étude, c'est quoi? On veut comprendre l'historique de la littérature de jeunesse en Côte d'Ivoire, on veut connaître aussi les acteurs ayant contribué dans la création, la production, la distribution et la promotion des œuvres. On veut s'imprégner des opportunités de croissance et d'amélioration parce qu'à un moment, lorsque on est dans un champ, il faudrait souvent s'arrêter pour poser des questions essentielles, pour faire un bilan de ce qui a été fait et pour voir comment se réorienter ou bien se repositionner pour améliorer le secteur. Voilà donc pourquoi nous avons pensé à cette étude aussi. Bon, la méthodologie, elle était simple. Nous avons commencé par aller sur la revue Takantikou, qui a été un peu comme la boussole. Vous savez, Takantikou a fait un travail magnifique en mettant en exergue pour les pays de l'Afrique noire francophone les œuvres jeunesse qui ont été publiées entre 2000 et 2015. Donc, c'était notre boussole. Après quoi, nous avons utilisé le catalogue général WorldCat qui nous a permis de référencer toutes les productions qui ont été réalisées avant l'année 2000 et après 2015 pour compléter un peu l'étude de la revue Takantikou. Maintenant, pour confirmer certaines informations, pour confirmer notamment aux tranches d'âge des productions, notamment au résumé, notamment pour savoir si ce sont des œuvres jeunesse, nous sommes passés par certaines plateformes, notamment la FNAC, Amazon, Afrilivre, Western Australia, Uscribe, Rakuten, Sumbala, Décitre, Bablio, Africulture, Librairie.com. Donc, ces sites nous ont permis d'avoir davantage d'informations. Harmattan Côte d'Ivoire aussi nous a aidés. Pourquoi? Parce qu'on a constaté dans la revue Takantikou qu'entre 2000 et 2015, il y avait des productions qui étaient de la collection Harmattan Côte d'Ivoire. Voilà donc pourquoi on a voulu savoir s'il y avait d'autres titres qui venaient après 2015. Et bien sûr, il y en avait. On en a trouvé des contenus jeunesse d'Harmattan Côte d'Ivoire. Maintenant, toujours dans le sens de la méthodologie, nous rappelons que ce travail, étant donné que c'est un travail, comment on dit, les données ont été majoritairement, ou bien presque essentiellement collectées en ligne, elles peuvent être erronées parfois, ou bien elles peuvent être incomplètes. Donc, cette étude n'est pas parfaite, c'est un aperçu, nous l'avons dit. Maintenant, en ce qui concerne l'analyse des données, comment avons-nous approché les données? Comment avons-nous
étudié les données, nous avons utilisé les statistiques descriptives, c'est-à-dire vous verrez plus tard que nous utilisons les fréquences pour présenter les résultats. Aussi, nous avons questionné le nombre de livres publiés dans cette période. Nous avons essayé de voir la tendance avec les auteurs les plus prolifiques, ceux qui ont eu plus de contenu. Aussi, la répartition géographique en ce qui concerne notamment les éditeurs. Quelles sont les œuvres qui ont été publiées essentiellement en Côte d'Ivoire? Ou bien quelles sont les œuvres publiées par des auteurs ivoiriens dans d'autres maisons d'édition à l'étranger, que ce soit en Afrique ou bien dans les pays de l'Occident. Aussi, nous avons essayé de questionner quel était le genre dominant. Maintenant, nous passons sans transition aux résultats. Qu'est-ce que nous constatons après la réalisation de la base de données? Nous constatons que 302 titres ont été publiés entre 1977 et 2022. Et nous constatons justement que 5 femmes ont publié 128 titres, soit 42,38% du total. Il s'agit de Muriel Diallo, de Marguerite Aboué, de Michel Tanolora, de Fatou Keita et de Vénérique Tadjo, qui sont le top 5 en termes du nombre de publications d'œuvres jeunesse dans la période mentionnée. Muriel Diallo est en tête avec 36 titres publiés dans cet espace de temps. Et enfin, les 10 premiers ont publié à eux seuls 174 œuvres au total, ce qui représente 57,61%, ce qui est quand même impressionnant. Ce qui est impressionnant à notre sens. Maintenant, toujours dans le sens des résultats de l'étude, en ce qui concerne la répartition en fonction des années et du genre, nous notons que le taux de publication est faible. Est-ce que vous me suivez toujours, s'il vous plaît? Oui, toujours. Oui, le taux de publication est faible entre 1977 et 2001. Une nette augmentation à partir des années 2000. 12 publications en 2000, ensuite 13 en 2002, une explosion à partir de 2010, on a 20 en 2011 et 28 en 2013. Les raisons, les éditions spécialisées voient le jour. Nous avons Eburni qui vient avec. Eburni est créé en 2001 et Classique Ivoirien en 2004. Et justement, ces deux maisons d'édition sont dans le top 3 en ce qui concerne les éditions jeunesse, les maisons d'édition jeunesse qui ont publié le plus d'œuvres jeunesse à ce jour, enfin, qui ont édité, bien évidemment. Maintenant, le rôle des associations supranationales qui ont contribué à la promotion. Et nous verrons davantage plus en détail dans d'autres parties. Merci. Nous continuons avec les résultats de l'étude. En ce qui concerne maintenant la répartition géographique, nous constatons que sur les 302 titres, 197 œuvres ont été publiées en Côte d'Ivoire, soit par une maison d'édition, soit par plusieurs en coédition, ce qui représente 65,66%. Donc, en conclusion, 65,66% d'œuvres jeunesse ivoiriennes, oui, s'il vous plaît, ont été publiées en Côte d'Ivoire. Classique ivoirien vient en tête avec 47 titres édités, donc 15,56%. Et pour Eburni, c'est 31 titres, donc 10,26%. 67 œuvres ont été éditées en dehors de l'Afrique, donc soit 22,18%. Au regard donc de ces continuer dans la lancée de la coédition, c'est spécialement, ça permet qu'on collabore ensemble, devrait davantage soutenir le secteur. L'édition dans les langues nationales, c'est un aspect qu'on aborde de plus en plus, c'est-à-dire comment faire pour rendre ça disponible en langue nationale. Les promoteurs doivent interpeller les pouvoirs publics pour l'insertion des œuvres dans les programmes d'enseignement et la formation des enseignants dans l'utilisation des œuvres comme support éducatif sera aussi très intéressant. Nous continuons. Il y a quelques événements autour de la littérature de jeunesse quand même en Côte d'Ivoire qu'on devrait noter. Il y a le SALEA. Le SALEA, c'est le salon du livre. Enfin, là, maintenant, on est dans la promotion, c'est-à-dire ceux-là qui contribuent dans la promotion des contenus produits. Le SALEA, c'est le salon du livre pour enfants et adolescents, initiative de promotion de la lecture. Il y a le SILA, qu'on ne devrait pas manquer. Le SILA, qui d'ailleurs aura lieu du 15 au 18 mai. Le salon international du livre d'Abidjan. Ils sont d'ailleurs les auteurs du prix Jeanne de Cavigny, qui est comme une doyenne de la littérature jeunesse en Côte d'Ivoire et en Afrique depuis 2002.
les activités de l'ONG Yelenda Women, Baca littéraire, distribution des livres dans les écoles. Ils ont fait beaucoup d'activités dans le sens de la promotion des livres. Et nous n'oublions pas, bien sûr, les activités de Michel Tanandora, promotion du conte et de la lecture à travers l'association Paté Paté, qui sont des initiatives. Là, la liste n'est pas exhaustive, bien évidemment. On citait juste quelques événements ou quelques activités autour de la promotion du livre. Maintenant, quelques maisons d'édition jeunesse qui sont, en fait, pas qui sont spécialisés, ils sont spécialisés ou bien ils produisent en partie les œuvres jeunesse. Nous avons les classiques ivoiriens, les éditions Eburni, aussi NEI, qui est devenu NEI SEDA, Centre d'édition et de diffusion en 2012. Donc sur ce, je vous dis déjà merci de m'avoir écouté. C'est donc là le compte rendu de notre rapport d'étude sur l'état de l'édition jeunesse en Côte d'Ivoire. Après ceci donc, je vais tout de suite passer la parole à Madame Fatou Keita, afin qu'elle puisse, elle qui est de la, on va dire quoi, elle a commencé, elle a connu, on va dire les premières années de la littérature de jeunesse en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elle peut nous partager un peu ses impressions de cette période, en fait, du commencement? Comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai commencé tout de suite par un grand prix, un prix même à l'international. Donc ça s'est très bien passé. Et quand c'est comme ça ne peut que vous booster et vous donner envie vraiment de continuer et de faire toujours mieux. Donc voilà. Et puis donc d'être un peu seul dans ce domaine. Quand je dis seul, il y avait les Véronique Tadio et autres qui étaient là aussi. Ben c'est bien parce que beaucoup de gens vont vers nos livres. Maintenant, moi, par rapport à aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons donné envie aux jeunes écrivains, aux nouveaux écrivains, de faire comme nous. Et ça, c'est aussi un bonheur. Il y a de très beaux livres en ce moment. Maintenant, il y a certains livres qui, bon, c'est le professeur qui parle, qui pêche par le texte, parce que le texte n'est pas particulièrement intéressant parfois. Je ne dis pas toujours, mais parfois. Or, pour moi, un livre, que ce soit un livre jeunesse ou un livre pour adultes, c'est d'abord le texte. Bon, je suis prof de littérature, ça s'explique aussi. C'est d'abord le texte. Il faut un texte captivant, un texte émouvant, un texte rigolo. En tout cas, il faut de la matière. Ça commence par ça. Les illustrations viennent après. Les illustrations pour les enfants, pour les livres pour enfants, sont extrêmement importantes aussi. Moi, je suis très exigeante avec les illustrateurs qui travaillent pour moi. Bon, j'en ai été en général très satisfaite. Donc voilà, il faut que texte et image aillent ensemble. Il ne faut pas que le livre soit juste joli, parce qu'il y a de très belles couvertures, il y a de très beaux dessins, mais le texte, où est le texte? Donc c'est par là que pêchent certains livres qui viennent d'arriver. Sinon, bon, oui, ça progresse. Il y a beaucoup maintenant de livres jeunesse en Afrique, en tout cas en Côte d'Ivoire. Maintenant, moi, j'ai un gros reproche à faire aux libraires, à nos libraires africains. Je parle de la Côte d'Ivoire, puisque c'est ici que je vois les libraires. Alors, les libraires, on a parlé de promotion de la littérature, etc. C'est vrai que les libraires exposent nos livres, mais moi, je suis toujours fâchée quand je rentre dans une librairie. Parce que je rentre, de temps en temps, je dis, je viens voir un peu, je fais un peu l'état des lieux. Et qu'est-ce que je vois? Quand je cherche, moi, mes livres, je ne les trouve pas tout de suite. Et quand je les trouve, ils sont complètement en bas des rayons. Il faut se baisser vraiment pour les voir. Ou alors, il faut les voir derrière les livres occidentaux. Là, moi, ça me fait, excusez-moi, je suis obligée d'utiliser l'expression, ça me fait péter un câble. Je ne vois pas pourquoi les livres importés sont meilleurs, sont à mettre plus en avant que les nôtres. Déjà, ils sont plus chers. Ils sont 3 fois plus chers que les nôtres. Et ils ne sont pas meilleurs que les nôtres. Faites un tour dans les librairies à Noël, pendant la période de Noël. Mais vous verrez que les livres qui sont mis vraiment en avant sont des livres cartonnés, des livres occidentaux, des livres qui viennent de loin, qui coûtent très cher et que les parents, même ceux qui disent qu'ils n'ont pas d'argent, achètent à plus de 10 000 francs
Alors ça, là, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et je suis tout le temps, bon, je pense que tous les libraires me connaissent maintenant. Quand je rentre dans certaines librairies, il y en a qui tournent la tête pour me dire, ah, celle-là, elle arrive encore. Mais oui, j'arrive encore. Nos livres doivent être exposés au même titre que les autres, sinon même avant les autres. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons de bons livres avec un bon contenu et avec de jolies illustrations. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que j'avais à dire de négatif par rapport à la promotion de nos livres en Afrique. Oui, vraiment, vous faites bien de le signaler. C'est une question qu'on a eu à échanger dans des conférences passées. On disait que justement, les œuvres jeunesse africaines ne sont pas assez mises en avant. Pourtant, ils ont une certaine plus-value. Je ne sais pas si Michel Laure a le même point de vue par rapport à cette question. Oui, tout à fait. La question que moi je me pose, c'est quel est le bénéfice du livre ou quels sont les bénéfices du livre? Et quand on voit ça, on peut déjà réaliser que tous les acteurs du livre n'ont pas le même bénéfice ni les mêmes intérêts. Par exemple, le bénéfice pour l'auteur par rapport au livre. Quel est moi mon bénéfice en tant qu'auteur vis-à-vis de ma création littéraire? Déjà, l'auteur doit accrocher les lecteurs et les fidéliser. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il ait quelque chose à dire et quelque chose qui puisse aider les lecteurs, en l'occurrence les enfants pour la littérature jeunesse, qui puisse les aider à se construire durablement. Quels sont les bénéfices pour l'éditeur? L'éditeur, il a un travail de fabrication du livre. Du coup, il va investir de l'argent pour ceux qui, comme moi, publient à compte d'éditeur. Donc, c'est lui qui prend le risque financier. Du coup, il n'a pas les mêmes intérêts que moi. Les intérêts sont avant tout financiers. Donc, il va plus travailler là-dessus. Quel est l'intérêt ou quels sont les intérêts du libraire? Pareil, le libraire, c'est un vendeur, c'est un commerçant. Donc, il a un commerce, il faut qu'il fasse du chiffre. Et quand il va faire du chiffre, c'est pas avec les livres jeunesse qui sont la plupart du temps pas cartonnés, comme Fatou Keïta l'a dit. Ils sont pas cartonnés parce que les éditeurs ivoiriens, ils visent à rendre les livres accessibles au plus grand nombre. Donc, des livres qui sont fabriqués à moindre coût. Du coup, c'est pas ces livres-là qui vont faire rentrer de l'argent à la librairie. Donc, c'est pas ces livres-là qu'on va mettre en tête de console quand on va présenter les ouvrages à vendre. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'il y a de très, très bons éléments dans les livres, notamment des référents culturels. En ce qui me concerne, je travaille à mettre des référents culturels africains pour que les enfants africains et non africains puissent en apprendre davantage sur la culture africaine, sur les codes vestimentaires, sur les codes de civilité, sur les codes gastronomiques, sur tout ça. Donc, si c'est vendu, si c'est fabriqué moins cher et que c'est vendu moins cher, le libraire, c'est pas le premier livre qu'il va mettre en avant. Parce que si le livre coûte 1000 francs, il faudra qu'il en vende 100 pour avoir 100 000. Alors que le livre cartonné occidental qui coûte 15 000 francs, s'il en vend 10, il a déjà 150 000 francs. Donc, c'est plus rentable pour lui de mettre en avant, de faire la promotion des livres qui se vendent cher. Nous, on ne peut pas vendre nos livres chers parce qu'on publie à compte d'éditeur et que l'éditeur est celui qui va investir son argent. Donc, la plupart du temps, décider sur qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Nous, on fait des propositions. Personnellement, par exemple, moi, je ne suis pas trop pour mettre la mention de l'âge sur le livre parce qu'un livre jeunesse, je peux l'utiliser aussi bien en maternelle que dans mes cours à l'université. Donc, quand on met un âge, une tranche d'âge sur le livre, ça limite déjà sa diffusion. Maintenant, on va arriver au plus important, le lecteur. Quels sont les bénéfices pour le lecteur? Et c'est là où tout se joue. Fatou Keïta l'a dit, il faut que le texte soit intéressant. Un texte intéressant, c'est un texte qui éduque le lecteur, qui lui apporte des choses. Et quand le livre est truffé de coquilles, ça fait désapprendre à nos enfants. Ça fait désapprendre aux grands. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Des auteurs qui, parce qu'on leur demande de publier à compte, et qui veulent publier à compte d'auteurs pour avoir plus de bénéfices, mais ils ne sont pas des professionnels de la fabrication de livres, ce ne sont pas des éditeurs. Du coup, la plupart d'entre eux n'ont même pas de comité de relecture, ni même de comité de lecture. Ils lisent les livres et quand on est habitué à un texte,
on ne lit plus le texte, on se remémore l'histoire, le récit. Du coup, les fautes vont passer à travers les mailles du filet et ça donne des livres qui ne sont pas digestes du tout parce que aussi bien en grammaire, en orthographe qu'en agencement du texte, il y a beaucoup à faire. Donc, quand c'est comme ça, le lecteur, c'est lui qui en pâtit parce que les livres ne sont pas agréables à lire. Les livres ne les aident pas à construire du texte parce que les livres ne sont même pas bien construits eux-mêmes et les enfants vont désapprendre. L'illustration est très importante parce que l'illustration doit venir renforcer ce que dit le texte. Mais parfois, on voit une illustration qui n'a rien à voir avec le texte ou qui contredit le texte. À ce moment-là, l'enfant, il est partagé. Il dit, mais on dit que la maman a remis le peigne à son enfant en souriant. Et dans le dessin, la maman ne sourit pas, elle tire la tronche. Donc, c'est un point aussi très important pour moi dans la réalisation de mes ouvrages, parce qu'en dehors du texte, je fais le découpage du texte et je mets des instructions fermes pour l'illustrateur pour que mon imagerie mentale soit projetée dans celle de l'illustrateur qui va concevoir mes illustrations. Et on fait beaucoup de travaux dessus. On fait des séances de travail où on réajuste l'illustration pour que ça coïncide au texte pour venir être un complément au texte et non pas un obstacle pour la bonne compréhension. Donc le lecteur qui est au bout de la chaîne, en l'occurrence en littérature jeunesse, l'enfant, c'est à lui que nous visons à apporter des outils analytiques, des outils cognitifs et du plaisir de lire tout simplement. D'où mon engagement dans la promotion du livre et de la lecture à travers le conte. Pourquoi? Parce que le conte a ceci de particulier qu'il fait participer l'auditeur, alors que dans le livre, le lecteur, il est passif. Mais dans le conte, il est plus partie prenante parce qu'il va chanter, il va danser, il va donner des interactions. Et à partir de là, je dis aux enfants, l'histoire vous a plu, et bien je l'ai gardée dans un livre. Du coup, le livre devient comme la réserve du texte oral qui donne le goût de la lecture à l'enfant. Donc voilà un peu dans quelle dynamique je travaille. D'accord. Merci, Madame Michel Tanon-Laura, pour ce partage. On a soulevé une question, Madame Fatou Keita a soulevé une question qui nous semble quand même un peu délicate. Est-ce qu'on doit davantage mettre en avant le pouvoir économique qu'il faut générer de la part des libraires, ou bien il faudrait mettre en avant la valeur culturelle qu'on veut mettre en avant? Bien, il faut mettre en avant les œuvres africaines de jeunesse afin de former les enfants qui vont, culturellement, puisque vous avez dit dans vos livres, il y a des données culturellement pertinentes. Est-ce qu'il ne faudrait pas davantage accentuer la formation des enfants à travers les données culturelles que le gain économique que devraient générer les libraires? Le côté africain de nos livres doit justement, comme je le disais tout à l'heure, être mis en valeur. C'est pas parce qu'un livre coûte extrêmement cher qu'il est meilleur. Souvent même, vous regardez ces livres-là qui nous viennent de l'Occident, vous regardez les images, textes et tout ça. Bon, parfois c'est pas fameux, hein. C'est juste que les livres sont très beaux, ils sont très très jolis, très bien faits, mais le contenu, bof, moi je dirais souvent c'est bof. Voilà, donc c'est le contenu. Il faut mettre en avant ce qui est intéressant. Moi je suis désolée, quand je regarde mes livres, je suis contente de leur contenu. Je suis professeure de littérature, c'est vrai qu'on ne peut pas juger soi-même ce qu'on fait, mais quand même, il y a du texte, il y a de la réflexion, il y a l'Afrique, il y a le problème d'intolérance, etc. Donc, ce sont des sujets importants. Et quand c'est Noël, donner l'occasion à tout le monde de connaître nos livres. Parce que quand on met les livres en arrière comme ça, moi, je sais qu'à un moment donné, quand j'ai sorti Le Petit Garçon Bleu, La Voleuse de Sourires, etc., mais quand j'allais dans les écoles françaises, il y en a quand même quelques-unes chez nous, mais les mamans me disaient, mais madame, vos livres, vous savez, ça fait des cadeaux extraordinaires. Nous, quand nous rentrons en France, nous en prenons plein. Parce que justement, chez nous, on ne connaît pas vos livres, on ne connaît pas les textes africains. Et puis pour moi, c'est extrêmement important. J'avais fait un salon du livre pour enfants où il y avait beaucoup d'Africains, qu'on appelle ceux qui vivent en France, j'oublie le terme.
qui venait vers moi prendre les livres que j'avais faits et qui me disait, mais madame, vous ne pouvez pas savoir le bonheur que vous donnez à nos enfants, parce que nous, nos enfants sont ici en Europe, ils lisent des livres où ils ne voient que des blancs, les Blanches-Neiges, etc. Bon, même les livres d'aujourd'hui, il n'y a pratiquement que des blancs. C'est maintenant qu'on commence à introduire des peaux noires dans les textes. Ils disent, nos enfants se voient dans vos livres. Et ça, c'est extrêmement important pour nous qui sommes expatriés, qui vivons en Europe. Donc, il y a ça aussi. Le fait qu'un petit noir en France, en Italie, en Angleterre, ouvre un livre et se voit dedans. Il se voit dedans et il se voit de façon positive. C'est un enfant comme les autres. Voilà, c'est pas un rejeté, c'est pas... Non, il est intelligent, il fait des bêtises comme tous les autres enfants. C'est un enfant normal, je dirais entre griffes, un enfant normal. Et ça, c'est extrêmement important aussi. C'est ce que vraiment j'ai voulu pointer du doigt. Il faut que nos enfants se voient dans les livres. Et ça commence par des petits-enfants, des enfants qui sont tout petits, voilà, qui se voient dans les textes. Évidemment, on ajoutera aussi quelques petits blancs dedans, mais enfin, nos livres sont africains et il faut qu'on voit l'Afrique dedans. D'accord, je crois que vous vouliez dire les enfants de la diaspora. Madame, oui, c'est ça, diaspora, voilà, c'est le terme que je cherchais. Ouais. D'accord, ok, on va passer la parole à la jeune génération. Zainab, quel est son sentiment par rapport à la question partagée? Déjà, je vais revenir sur le document qui a été présenté tout à l'heure. Félicitations à toi et à toute l'équipe. Par rapport à ce rapport sur la littérature jeunesse en Côte d'Ivoire, j'ai remarqué un point assez important. Il s'agit bien sûr de la prédominance des femmes quant à la littérature jeunesse, qui justifie justement le fait qu'on ait aujourd'hui, on va dire, 3 femmes à la table des panélistes. Et moi, je pense que ça se justifie justement sur le fait qu'elles sont plus proches des enfants. Les femmes sont plus proches des enfants, elles connaissent les réalités et c'est plus facile pour nous de retransmettre cela dans un livre. Maintenant, pour ce qui est de la question relative à la culture, justement, quand on prend un livre, je vais vous prendre une anecdote. C'est-à-dire que moi, j'ai mes élèves de 4e avec qui je fais des cours d'espagnol. Et quand je compose un texte ou quand je fais un sujet et que j'ajoute également dans le sujet leur nom, quand ils voient en fait le devoir et qu'ils retrouvent leur nom, ils sont tellement contents. Ah madame, il y a mon prénom dedans. Ah madame, il y a mon prénom. Ils sont tellement contents et en même temps, ils ont envie de travailler. Ils se disent, ah, et moi je leur dis en même temps, si vous n'avez pas réussi à répondre à cette question, ça veut dire que vous ne méritez pas en fait que votre nom se retrouve dans le livre. Et les enfants, ils vont en même temps se challenger à vouloir répondre coûte que coûte à la question où se trouve le prénom. Tout ça pour dire que il est important pour l'enfant de se retrouver dans ce qu'il lit. Il est important pour lui, par exemple, quand il lit un livre, de voir Fatou là-dedans, parce que justement, il sait que Fatou, ça se trouve dans son univers. Il est important pour lui de voir des enfants qui ont la même couleur de peau et de se sentir là-dedans. Pour moi, je pense, on m'envoie un livre qui n'est pas la retranscription justement de ma réalité ou des réalités que je vis, mais je ne me sens pas là-dedans et je ne sais pas de quoi ça parle. Donc pour moi, c'est important. Et quand on prend justement Le petit garçon bleu de Fatou Keïta, vous savez, quand on lit ce livre justement, on se rend compte en fait qu'on apprend aux enfants de s'accepter mutuellement, de savoir aussi que nous sommes certes différents, mais il faut l'acceptation de soi. Et c'est important pour l'enfant aussi de comprendre que peu importe que je sois noir, que je sois blanc, que je sois ci, que je sois ça, il faut être fier de ce qu'on est. Et puis, vous avez dit tout à l'heure que je représente la jeune génération. Moi, il y a un problème que je voudrais souligner, bien sûr, c'est par rapport aux éditeurs. Vous savez, c'est plus facile pour un auteur comme Fatou Keïta ou comme Dr Tanon Loura d'être publié par les éditeurs en Côte d'Ivoire. Tout simplement parce que, on va dire, elles ont réussi justement à créer, on va dire, à se faire un nom. Et ça, moi, je félicite. Et c'est tout à fait logique. Mais vous savez, c'est pas toujours facile pour la jeune génération, justement, en Côte d'Ivoire, de se faire publier. Quand vous partez, vous allez mettre des mois et des mois avant d'être publié parce qu'on ne vous considère pas, on estime tout simplement, vous êtes qui? Vous êtes qui? Votre nom, c'est quoi en fait, tout simplement? Et je voudrais en même temps féliciter Akomamba, qui est une maison d'édition qui n'est pas forcément ivoirienne, mais qui réussit justement à mettre en avant des auteurs de jeunesse et qui a publié mon livre. Donc pour ça, moi, je félicite Akomamba.
Et je voudrais dire aussi que la jeunesse ivoirienne n'est pas en marge de la littérature. La jeunesse ivoirienne mène également des initiatives pour faire la promotion du livre de jeunesse. Et on a des activités comme des boîtes à livres où les jeunes organisent dans des zones un peu reculées de l'Afrique. Et ça, c'est très important pour moi. Je pense qu'il ne faut pas laisser les jeunes de côté. Il faut également apporter. Les jeunes ont leur mot à dire. Les jeunes ont des choses à dire également. Et merci également à Mouna Kalati de m'avoir choisi comme panéliste, parce que pour moi, c'était vraiment, quand j'ai vu la fiche, je dis, attends, vraiment, merci infiniment à vous. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Merci beaucoup. D'accord, peut-être avant que Michel Laura nous quitte, parce qu'on travaille, il y a plusieurs activités au même moment. Est-ce qu'elle peut nous dire quelles sont donc les solutions, comment sortir de ce problème que Madame Zeynab vient de partager, ou bien comment former mieux les auteurs, parce qu'il y a eu un premier problème qui a été énoncé au début Madame Fatou qui a parlé de la qualité des livres n'y est pas souvent. Comment améliorer dans la qualité des livres, vous qui êtes déjà des doyennes, est-ce qu'il y a des initiatives dans ce sens? Je commence par Madame Michel Tanon-Laura, ensuite Fatou Keïta, et enfin on va maintenant prendre les autres, les followers qui sont de l'autre côté et qui vont aussi poser leurs questions. Merci. Est-ce que Madame Laura encore là? On la voit à l'écran. Ok, bon, là, Madame Laura? Bon, peut-être elle va nous revenir plus tard, peut-être. Bon, Madame Fatou Keïta, vous avez donc la parole. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que déjà, pour un auteur, surtout un auteur qui commence, il faut être très modeste. Il faut être très modeste, ça veut dire que il faut se faire relire. Moi, je suis désolée, hein, mais même en littérature... dans les romans et autres, il y a des jeunes, des nouveaux écrivains qui nous présentent vraiment des petits livres. Je veux dire, si vous réunissez les pages en format A4, peut-être que ça vous fait même pas une dizaine de pages. Et ils font ça à titre d'auteur et ils les distribuent dans les librairies, très cher d'ailleurs, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Donc, il faut être sérieux. Je veux dire, je ne dis pas que tous ceux qui commencent ne sont pas sérieux, mais il y en a qui veulent juste avoir le titre d'écrivain, d'auteur, etc. C'est pas comme ça que ça marche. La littérature, ça marche par le contenu. Je suis désolée. Il faut qu'il y ait du contenu. Il faut que le texte soit bon. Il faut que l'histoire soit jolie ou qu'elle suscite de l'émotion, qu'elle fasse pleurer, qu'elle fasse rire, qu'elle fasse réagir. Mais si vous procédez des textes qui sont bof, qui sont insipides, ben vous aurez un résultat insipide. Je suis désolée. Il faut de la rigueur, il faut de la modestie, il faut faire relire le texte. Il faut trouver des gens de bonne volonté pour relire, des gens qui s'expriment bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'expriment pas bien. Et donc, il faut que ça soit impeccable. Vous ne pouvez pas avoir la prétention de faire voyager un livre où il y a des fautes, où c'est mal écrit. Je suis désolée, donc il faut faire très attention à tout ça, à tous ces détails, au texte, et puis il faut que les illustrations soient belles. Mais les illustrations, comme je le dis, ça vient après le texte. Ok, c'est compris. Voilà, on va donc passer on va passer la parole, parce que nous ne sommes pas seuls, hein. Nous avons nos followers qui nous suivent, et de plusieurs pays d'ailleurs. Je vois Marie-Paul de Gandal. Ils sont nombreux à nous suivre. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Vous avez la parole, vous levez juste la main, comme ça. Ceux qui veulent prendre la parole, vous levez la main et nous allons vous la donner. Si vous avez des questions par rapport au rapport ou bien par rapport à ce qui a été dit pendant la présentation, vous avez l'occasion d'intervenir. Voilà, je vois monsieur Arsène Conine. Vous avez la parole. Allez-y, monsieur. Vous pouvez, votre micro est muté. Vous pouvez l'activer avant de parler. Monsieur Conine, vous avez la parole. Je ne l'écoute pas. Bon, en attendant qu'il prenne la parole, est-ce que Zeynab a quelque chose à dire, a une réaction par rapport à ce que madame a dit tout à l'heure?
sur est-ce que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas très paresseux? Pourtant, c'est le mot qu'on devait peut-être utiliser. Est-ce qu'il manque de rigueur sur le plan global? D'accord. Donc, je ne dirais pas que tous les jeunes ont des contenus assez, on va dire, qui respectent justement l'écriture dont parle Madame Fatou Keïta. Mais je pense que au milieu de toute cette masse, il y a également la bonne graine. Pour moi, il y a également la bonne graine. Et je suis d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont juste envie de se faire publier, pour utiliser ces mots. Il y a des jeunes qui ont juste envie de se faire publier et qu'il faut aller justement vers des personnes qui sont spécialisées en la matière ou des personnes qui ont l'expérience comme Mme Fatou Keïta, justement, parce que ce sont des bibliothèques pour nous jeunes, pour pouvoir justement nous inspirer. Mais je pense, pour moi, et le problème que je mettais sur la table, c'était le fait qu'on ne s'intéresse pas beaucoup aux jeunes, on ne s'intéresse pas beaucoup à ce que disent les jeunes. Mais ça, d'accord. Et je pense que ce serait bien, pourquoi pas, et ce sera avec l'initiative de Mme Fatou Keïta, là, c'est une proposition, pourquoi pas organiser des formations pour nous les jeunes, justement, parce que plus tard, ce sera de faire la face à la jeune génération. Et je pense que c'est ce qui va permettre justement de continuer, de faire en sorte que la littérature ivoirienne, parce que c'est de ça dont il est question, puisse être en tête. Pour moi, là, c'est l'objectif, en fait, puisse être en tête et décrire justement nos réalités, parce qu'il ne faut pas laisser, on en parlait tout à l'heure, il ne faut pas laisser les autres décrire nos propres réalités à notre place. C'est à nous, c'est aux Ivoiriens, c'est aux jeunes, c'est aux personnes qui ont un peu plus d'expérience de l'écrit. Et pour moi, ce serait important justement d'organiser ce type de formation. On a par exemple à l'affiche Madame Fatou Keïta, on a Dr Tano Laura et on a d'autres experts en la matière qui pourraient transmettre justement ces valeurs-là aux jeunes. Et pour moi, ce serait un plaisir de participer à ce type de formation. Voilà, oui, justement, les formations. En dehors des formations, tout à l'heure, nous avons pensé, il y a un aspect oui. Qu'on ne met pas souvent sur la table, les pouvoirs oui. publics. Est-ce que vous avez l'impression, au niveau national, que les pouvoirs publics, d'une manière ou d'une autre, contribuent à l'essor de cette littérature? La question, elle est pour moi ou... Oui, Madame Fatou Keïta peut d'abord prendre la parole. Peut-être, okay. Qu'est-ce qu'on peut dire les pouvoirs publics, et ensuite, vous pourriez intervenir. Bon, écoutez, je pense que bon, chaque ministre de la Culture essaie de faire, de mettre la main à la pâte un peu, et puis bon, mais bon, on aimerait qu'il y ait plus que ça, qu'on soit plus mis en avant. Peut-être qu'il y ait je sais pas, parce que les livres, quand on dit les livres sont chers, c'est pas forcément la faute de la maison d'édition, c'est parce qu'il y a tous les entrées qui sont excessivement chers, le papier est cher, la colle est chère, etc., etc. Donc il faudrait, je sais pas, étudier ça et voir dans quelle mesure on peut faire en sorte que nos livres reviennent un peu moins chers et que tout le monde puisse les acquérir. Bon, l'idée de formation, c'est vrai, ça serait intéressant. Encore faut-il qu'on ait le temps, parce que, bon, déjà, moi, je dis toujours que les femmes travaillent 3 fois plus que les hommes, parce que on a la maison à prendre en main, on a les enfants, on a ci, on a ça. En plus de notre travail, ça fait beaucoup. Bon, mais en s'organisant, on peut peut-être arriver à quelque chose d'intéressant pour les jeunes, oui. Moi, en tout cas, quand les jeunes et que j'ai le temps de les lire, je critique. Bon, je suis prof, hein, On me dit, ah, celle-là, elle est sévère. Oui, je suis sévère. C'est cette sévérité-là, peut-être, qui fait mon succès aujourd'hui. Ok, yes. D'accord, nous allons passer la parole à Monsieur Narcisse, qui a levé la main. Après, Monsieur Kone va prendre aussi la parole. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, Monsieur Narcisse, on vous entend. C'est un peu faible, c'est un peu bas. Est-ce qu'on peut... On n'entend pas bien, c'est un peu bas. D'accord. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui, ça peut aller. D'accord, je remercie déjà les panélistes qui ont bien voulu partager ces connaissances avec nous. Et j'aimerais rebondir au commentaire de Madame Tanon qui a parlé du fait que les jeunes auteurs ne se font pas relire. Peut-être, j'aimerais faire un commentaire en même temps une question sur
est-ce qu'il ne serait peut-être, le commentaire c'est celui-là. Aujourd'hui, on a la multiplication des canaux de publication, les gens qui s'auto-éditent, s'auto-publient et déposent dans les bibliothèques, comme elle a dit. Mais pour sauver cette industrie, serait-il pas mieux de penser à des instances de légitimation au-delà des maisons d'édition? Lorsque je parle des instances de légitimation, au-delà des prix, les prix déjà font déjà quand même. Mais s'il y avait une organisation qui s'assurait cette année des livres publiés en Afrique en littérature du UNESCO, voici les 100 livres publiés, on les classait par ordre. Cela pourrait apporter une certaine, comment dire, en même temps un appel aux auteurs excellents sans réfléchir, et inciter les uns et les autres à essayer de faire davantage mieux. Je pense que s'il s'agit juste d'organiser au niveau institutionnel, c'est une instance de légitimation qui va se retirer chaque année. Et peut-être, c'est pas les prix nets et meurent, mais je pense qu'il y avait des grands prix qui se tiennent tous les années avec des bons financements. Je pense que cela pourrait contribuer aussi à réduire tous ces déchets-là. Parce que bien évidemment, on a beau être un bon écrivain, connaître le style, mais comme elle a dit tantôt, il faut toujours se faire élire. Et voilà, c'était mon commentaire, ma suggestion pour la même occasion. Ok, est-ce qu'il faut des instances de légitimation, si je peux résumer, au-delà des éditeurs? En fait, ça. Est-ce que vous avez des... Est-ce qu'il faut des instances de légitimation, puisqu'on constate qu'il y a des gens qui s'auto-publient, n'est-ce pas? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt des instances de légitimation qui permettraient peut-être de classer les livres par ordre peut-être de mérite et permettre une meilleure visibilité? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole par rapport à ça? Fatou Keita, Zeynab? Moi, je dirais que tout simplement, il y a quand même, bon, avec les prix et tout ça, je pense qu'il n'y a pas de problème de copinage et autres. Les prix qui sont donnés sont des prix mérités. Donc, c'est déjà en soi une classification. C'est-à-dire que celle-là, bon, c'est vrai, ces textes sont bons, la couverture est belle, etc. Bon, donc c'est déjà une classification. Et si tous les jeunes qui entrent en littérature veulent justement atteindre ce sommet-là, eh ben, ils vont se donner les moyens d'atteindre le sommet. C'est pas impossible. Il faut travailler. Écrire pour les enfants, je voudrais voilà. Ça. Écrire pour les enfants, c'est pas écrire n'importe comment. C'est pas parce que ce sont des enfants qu'on leur donne n'importe quoi. Au contraire. Ok, c'est super. Voilà, Monsieur Arsène Cogny, est-ce que vous pouvez parler finalement? Pas qu'on vous a mis, on vous a donné la possibilité. Voilà, allez-y, vous pouvez parler. Ok, déjà merci à tous. Bonjour à tous les panélistes. C'est un plaisir pour moi de partager ce webinaire avec Madame Fatou Keita. Nous avons lu Le Rebelle, mais aujourd'hui nous sommes devant, en face d'elle. Je voudrais aussi saluer ici Zeynab. Zeynab, c'est une amie à moi. Et dire grand merci à Madame Tano Laura qui m'a permis de pouvoir assister à ce webinaire parce que je ne faisais que lui envoyer des petits messages pour avoir le lien. Madame, si vous êtes là, vraiment un grand merci à vous. Merci aussi à vous, chers modérateurs, pour la parole donnée. Je suis Arsène Ewi Koné. Je suis étudiant en 2e année de doctorat comme Zeynab. Nous avons d'ailleurs le même directeur d'études. Déjà, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est déjà pourquoi écrire? Pourquoi écrire? Aujourd'hui, quand on lit l'œuvre Rebelle de Madame Fatou Keita, tout de suite, on se dit que à l'époque de l'écriture de cette œuvre, Madame Fatou Keita a fait le constat d'une situation ou d'un événement qu'elle a décrié. Ça touchait une multitude de personnes. Donc, il y avait l'émotion, il y avait le savoir-faire et le savoir-être dans son œuvre. Il y avait aussi la manière d'écrire, il y avait la plume. De telle sorte que celui qui avait le niveau de doctorat et celui qui avait le niveau du lycée, tout de suite pouvait capter le message, pouvait comprendre. C'est aussi ça la difficulté que nous avons avec les nouveaux écrivains. Il faut dire que pour moi, tout le monde n'est pas écrivain, tout le monde ne peut pas être auteur.
on va beau être intelligent, on ne peut pas tous écrire. Parce que deux personnes vont écrire sur le même thème, mais ils n'auront pas les mêmes, les lecteurs n'auront pas les mêmes émotions. Parce qu'il y a un qui va transmettre le savoir-être et le savoir-faire. Par contre, l'autre, il sera dans, excusez-moi, dans de la théorie. C'est vrai, je vous ai pris en cours les auteurs, que ce soit Madame Fatou Keïta, pour qui j'ai vraiment de l'estime, et ma jeune sœur Zénab, ont tous parlé il faudrait que le lecteur se sente dans l'œuvre qu'il est en train d'étudier. Parce que un lecteur, quand il est en train de lire une œuvre, il est en train de la réécrire lui-même dans son esprit. Il est en train de se réinventer à travers l'œuvre. Donc, si j'ai en main une œuvre qui ne me caractérise pas, tout de suite, je perds la notion de poursuivre. Et encore, nous sommes, il faut le dire, nous sommes à une ère où l'Afrique en général n'est pas trop lectrice, mais elle est plutôt dans l'oralité. Ça, c'est depuis longtemps. Aujourd'hui, même nous sommes étudiants. Vous donnez une œuvre à un étudiant de lire, vous pouvoir faire sa rédaction, mais cet étudiant ne lit pas. Et en même temps, ces personnes, ces jeunes qui veulent être auteurs, aussi, en même temps, sont dans l'imitation, sont en même temps aussi dans la mouvance de la... c'est-à-dire que parce que mon ami est écrivain, je veux aussi être écrivain. Pour ne pas... D'accord, monsieur, je pense on a compris votre commentaire. C'est un commentaire sur le problème d'écrire. C'est pas donné à tout le monde d'écrire. Voilà. Est-ce qu'il y a une question qui en ressort que vous voulez poser à l'un de nos panélistes avant qu'on ne passe la parole à Annie José? J'ai une question pour ma soeur Zinab. Aujourd'hui, comment est-ce que on peut porter une écriture qui pourrait transcender le territoire africain et que l'asiatique, l'européen, celui qui est au Moyen-Orient puisse se sentir bien qu'il n'est pas africain? D'accord. Alors, merci beaucoup à toi, Arsène. Merci infiniment pour la question. Et déjà, je voudrais situer encore une fois le contexte. Parce qu'ici, on parle de la littérature de jeunesse. Et en même temps, je voudrais répondre à ta question quand tu as dit, en fait, pourquoi est-ce qu'on écrit? Justement, on écrit pour transmettre des valeurs. On écrit justement pour également faire apprendre aux enfants. Parce qu'on parle ici des enfants littérature de jeunesse. Pour faire apprendre aux enfants, pour faire également accepter la différence. Quand on prend le livre Fatou Keïta, Le petit garçon bleu de Fatou Keïta, pour faire accepter la différence aux enfants. On écrit également pour montrer quelque chose à un enfant. Il y a toujours un objectif que l'auteur recherche. Et parlant, pour revenir maintenant à ta question, ou avant ça, tu as parlé du fait également que les jeunes lisent de moins en moins. Je voudrais dire quelque chose. Tu sais, lire déjà même sur Facebook, c'est lire, tu vois. Donc même lire à travers un écran, c'est vrai que c'est pas le livre papier comme celui que j'ai actuellement de Fatou Keïta, qui est Mélange ta tablette. Mais c'est toujours lire, en fait. C'est toujours et aujourd'hui, la littérature se bonifie, et ça dit, elle change avec les écrans. Avec les écrans, on peut également lire. Pour moi, à partir du moment où on lit, où notre cerveau travaille, c'est lire, en fait. Même si tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. Et je vais revenir sur ce que tu disais. Comment est-ce qu'on fait pour intéresser les personnes qui se trouvent ailleurs, les Asiatiques et tout, à travers ce qu'on écrit? Déjà, mon public cible, pour moi, principalement, ce sont les enfants et les enfants africains. Donc, principalement, les enfants ivoiriens quand j'écris. Et je pense qu'en écrivant, justement, les enfants européens ou les enfants asiatiques peuvent se retrouver. Quand tu prends, je reviens toujours sur Le petit garçon bleu. Le petit garçon bleu, c'est vrai que c'est un livre qui a été écrit par un auteur ivoirien, donc en l'occurrence Fatou Keïta. Mais l'enfant qui se trouve également ailleurs, parce qu'on parle du petit garçon bleu, donc c'est-à-dire que l'enfant qui se trouve ailleurs, peut-être on va dire en France, qui voit que on parle d'un enfant qui est bleu, il va pas forcément prendre le côté du petit garçon bleu, mais il va prendre peut-être le côté où peut-être que moi je suis différent. On a dit que je suis gros. Oui, on a dit mes amis se moquent de moi parce que je suis gros. Donc il va prendre plus, c'est ce côté-là en fait qui doit être dit. Alors qu'à la base, on parlait justement du petit garçon bleu, peut-être dans le contexte, on va prendre dans le contexte africain pour que l'enfant également africain qui se retrouve peut-être qui est albinos va se retrouver également dans ce livre-là. Et c'est ça en fait l'objectif de l'écriture. Mais d'abord, on a un public cible. Et c'est pour ça qu'au début, on parlait du fait que le livre
des auteurs africains, en l'occurrence des auteurs ivoiriens, retranscrit ou retransmet la réalité des enfants africains. Et il ne faut pas laisser les autres écrire à notre place. C'est à nous, en tant qu'auteurs, d'écrire pour également nos enfants, pour que quand la petite Fatou va prendre un livre où elle verra la petite, je m'appelle Fatou, elle verra je m'appelle Fatou, elle va se retrouver là-dedans, elle va dire ah, il y a mon nom dessus, elle aura tout de suite envie de lire pour que telle personne qui s'appelle, un petit garçon qui s'appelle peut-être, je sais pas, Maë, qui se trouve en Côte d'Ivoire, ou ce petit garçon a une petite fille qui zozote, bien sûr, qui zozote, qui a des difficultés à s'exprimer correctement, elle va se retrouver, va dire ah d'accord. Et tu sais, quand j'organise les sessions, parce qu'au-delà d'écrire, j'organise également des sessions de lecture avec les enfants et à travers le programme de Mouna Kalati, des ambassadeurs et tout. Quand je faisais ces sessions-là, c'est pas seulement le côté lecture que je voulais. Moi, ce que je voulais retransmettre aux enfants, c'était le message derrière. C'était le message parce que je n'utilisais pas seulement le livre de Zeynab, je n'utilisais pas seulement le livre de, je sais pas, des livres des auteurs que je connais. Ou récemment, on a fait une activité avec Mélage ta tablette de Fatou Keïta et également mon livre. L'objectif, c'était de montrer aux enfants que aujourd'hui, oui, les réseaux sociaux, les tablettes et tout, ont fait en sorte que les enfants ne lisent plus. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ramener les enfants sur la bonne voie? C'était ça l'objectif. Et on a discuté avec eux, leur montrer que oui, c'est bien ta tablette et tout, mais parfois, il faut également laisser tomber et il faut te concentrer aussi, il faut lire. Ou encore, quand tu lui dis, il faut accepter les autres. Même si telle personne, il y a ton ami à côté qui ne parle pas correctement ou qui est gros ou qui a des problèmes, toi, il faut te rapprocher de lui et essayer de discuter avec lui justement pour ne pas qu'il se sente mal. Et vous savez, quand on discute avec les enfants de ça et quand ils se rendent compte justement du poids des mots qu'ils prononcent sur leurs amis ou des mots qu'ils disent à leurs amis, ils sont là et puis ils font ah d'accord, et eux-mêmes commencent à s'excuser parce que dans ces différentes sessions, on organise des parties où on essaie de dire, de t'excuser chaque fois que tu commets un acte qui n'est pas bien. Donc les enfants eux-mêmes vont s'excuser et ils apprennent comme ça parce que c'est ça l'objectif, on va dire au final de l'auteur. On a parlé du fait qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'argent quand on écrit et tout, il n'y a pas d'argent. Mais l'objectif de l'écrivain même, c'est ça en fait, c'est la moralité, c'est ce que l'enfant va retenir. Et c'est en lisant, il va apprendre également comment est-ce que s'écrit tel mot, parce qu'il y a ça également qu'il recherche. Il va apprendre comment est-ce que s'écrit tel mot. Il va apprendre aussi peut-être à se détacher de plus en plus de, comment on appelle ça, de sa tablette. Il va apprendre à se concentrer parce que on sait que la lecture également permet à l'enfant de développer son esprit critique et d'apprendre à écrire correctement parce que le fait que les enfants lisent de moins en moins, on regarde également les productions des enfants, vous voyez, il y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup d'erreurs et c'est l'objectif de l'écrivain, c'est de faire en sorte que les enfants puissent s'intéresser davantage à la lecture, à apprendre un peu plus, également cultiver de bonnes valeurs parce que sur Internet, il y a des choses qu'on n'arrive pas forcément à contrôler alors qu'avec un livre, tout a été lu, bien sûr, pour revenir avec ce que Fatou Keïta disait, il a été lu, rélu par plusieurs personnes et on a vu des choses qu'on devait enlever. C'est ça l'objectif en fait. Merci beaucoup. D'accord, merci pour cette longue et brillante intervention pour clarifier cette question. On va prendre une dernière question pour sortir et je vais finir. Enfin, on va finaliser en présentant Mouna Kalati qui a organisé cet événement et ce sera tout. Voilà. Annie José Njok, est-ce que vous pouvez poser votre question s'il vous plaît? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Alors, bonjour. Oui, j'avais une question et une préoccupation. Déjà, vous remercier pour le travail que vous avez fait à travers cette série d'études sur l'état de la littérature jeunesse en Afrique. Maintenant, ma préoccupation, ma question, si je puis dire, était relative à la part qu'occupe l'édition à compte d'auteur ou l'auto-édition dans le travail de recherche que vous avez fait. Est-ce que vous avez potentiellement eu des éléments sur ce point-là, sur cette question-là? Parce qu'il me semble aujourd'hui que c'est quand même, on parle là de jeunes auteurs qui se lancent de plus en plus dans cette activité. Et il me semble que c'est une préoccupation aujourd'hui du fait que beaucoup ne trouvent pas toujours, comment je vais dire, droit de citer auprès des maisons d'édition classiques. Donc voilà ma question. Maintenant, oui, allez-y, la préoccupation.
oui, la préoccupation, c'était plus ou moins un commentaire qui vient renforcer un peu la question de la formation des auteurs, des jeunes écrivains, ou tout au moins de ces personnes-là qui veulent se lancer dans l'écriture. En tout cas, pour ma part, il me semble qu'il est important aujourd'hui de mettre sur pied des programmes d'accompagnement ou de formation, vu que de toutes les façons, il n'y a pas d'école qui forme spécifiquement. Et là, je rejoins un peu la question que toi, en tant que modérateur, tu posais sur le rôle des pouvoirs publics. Donc, il n'existe pas réellement de formation ou d'école de formation publique qui forment des écrivains. Donc, le seul moyen que nous avons jusqu'ici, c'est de mettre sur pied des programmes de formation et d'accompagnement. Et ça, il me semble que c'est le rôle des associations, soit des associations d'auteurs, des associations d'écrivains et potentiellement de celles de la promotion qui se vouent à la promotion de la littérature, de l'écriture, de la lecture dans les pays. Je pense qu'il en existe partout, certainement aussi en Côte d'Ivoire, comme au Cameroun ici. Donc voilà ce que je voulais ajouter comme commentaire. Voilà, merci. Merci Madame Annie José Dior, votre commentaire est très pertinent, vraiment. Justement, dans la rédaction du rapport de cette rencontre, nous allons mettre cela vraiment en perspective, c'est-à-dire trouver pourquoi pas, parce qu'il faut rappeler, nous sommes dans le centre de la littérature de jeunesse. Il faudrait trouver des voies et moyens pour que ces auteurs soient mieux formés, soit à travers des programmes, soit à travers des centres. C'est quelque chose qui peut être étudié, surtout avec la contribution, bien sûr, des pouvoirs publics. Maintenant, en ce qui concerne votre question sur l'auto-édition, c'était pas l'angle d'attaque de la recherche, mais nous pouvons mettre ça. Vous savez, lorsqu'on commence une étude, il y a toujours, c'est ça la magie avec la recherche, c'est que on commence et quelqu'un vient continuer. Vous voyez un peu? Donc, ça va fonctionner. Justement, on va mettre ça dans les perspectives d'études et forcément, ça va, parce que c'est une question de plus en plus actuelle. Parce que les éditeurs se font rares, comme Madame Zeynab l'a dit tout à l'heure, les éditeurs prennent de plus en plus les auteurs confirmés et du coup, les jeunes auteurs, parfois, on doit se lancer dans l'auto-édition parce que peut-être, certains ne sont pas pertinents, mais il y a quand même d'autres qui sortent un peu de la masse et du coup, comment ils doivent faire, sinon pas encore un nom. Donc, voilà un peu la question qui reste un peu en suspens. Voilà. Merci déjà pour tous ceux qui ont participé à cette rencontre. Nous voulons rappeler que nous sommes Mouna Kalati. Mouna Kalati, c'est une association créée depuis 2017 qui fait dans la promotion de la littérature de jeunesse en Afrique. Nous sommes en collaboration avec beaucoup de maisons d'édition et beaucoup d'acteurs dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Nous avons mené des programmes tels que Lecture Plaisir, les programmes de terrain, Lecture Plaisir, Lis pour guérir et Un dimanche, une famille, qui sont des programmes diversifiés dans le sens de la promotion de la lecture chez les enfants africains. Après le travail de terrain, nous sommes allés maintenant en ligne. Nous sommes devenus un centre de recherche. Un centre de recherche, pourquoi? Nous réalisons justement des recherches comme celle-ci, des études dans des pays, à travers nos acteurs qui sont sur place, qui nous fournissent des informations parfois, telles que Zeynab Diomandé, qui est de la première cohorte du programme des ambassadeurs de Mouna Kalati. La deuxième cohorte est terminée. Nous avons eu 8 participants de différents pays, Tunisie, Kenya, Tanzanie et autres, qui ont aussi mené des études sur le terrain, qui ont publié des comptes rendus qui seront publiés dans nos différentes plateformes. Nous avons en perspective aussi de produire parce qu'on parle de lecture, n'oublions pas que nous sommes dans un contexte du numérique. Nous pensons déjà à mettre sur pied une plateforme numérique, une application mobile qui va permettre aux éditeurs de publier leurs œuvres et de rendre cela accessible aux enfants. Donc, si vous voulez, vous avez la possibilité, vous, acteurs de la Côte d'Ivoire, si vous avez des contenus à publier dans le cadre de l'éducation des enfants, ou bien dans le cadre de la littérature de jeunesse, vous pouvez nous contacter. Je vais, à la fin de ce programme, mettre une adresse mail. Vous pourrez la prendre et nous écrire en temps opportun. Et du coup, ensemble, on va trouver des voies et moyens pour mieux porter la littérature de jeunesse en Côte d'Ivoire, pour rendre public les contenus produits sur les nouvelles initiatives en termes de la formation des enfants, formation des auteurs, éducation des enfants, les éditeurs, les nouvelles parutions et bien d'autres choses. Donc, si j'ai eu l'impression que quelqu'un voulait encore prendre la parole,
Nous allons dire merci déjà à nos panélistes qui vont donner leur petit mot de fin. Nous commençons par Madame Fatou Keita, si elle est toujours là. Bien, je suis vraiment heureuse d'avoir participé à cette, cette activité et je vous remercie vraiment de m'avoir invité. J'aimerais savoir quand même comment est-ce qu'on peut avoir votre étude là, sur la littérature jeunesse en Afrique. Comment est-ce qu'on peut se... Je voulais déjà partager, madame. Vous avez partagé? Ah, mais en version papier. En tout cas, je peux me retransférer. En version papier, En ce n'est version pas papier, on encore peut pas l'avoir. publié, mais je voulais partager pour l'étude, en fait. Non, oui, oui, D'accord, je effectivement. peux vous l'envoyer, vous pouvez l'imprimer et l'utiliser. D'accord. Oui. Bon, vous me donnez du travail. C'est compris, je le ferai. D'accord. C'est vrai, c'est pas encore publié, c'est encore... D'accord. D'accord. D'accord, on vous écoute, madame. Et non, et puis bon, c'est un bonheur pour moi de savoir que je suis lu jusque dans votre pays, un peu partout aussi, je dirais, dans le monde. Je suis très fière. Et bon, je dis bon vent aux nouveaux écrivains, mais je voudrais ajouter quand même que tout le monde ne peut pas écrire, tout le monde ne sait pas écrire, tout le monde n'a pas envie d'écrire. Il y a quand même des gens qui sont plutôt littéraires que mathématiciens. Moi, enfin, personnellement, j'ai toujours détesté tout ce qui est chiffres. Donc, tout ce qui est chiffres, ce n'est même pas la peine de m'en parler. Je déteste les maths. Je n'ai jamais aimé physique, chimie, etc. Donc, il y a quand même ce côté-là aussi. On écrit quand on aime écrire, quand on a envie d'écrire, quand on sait raconter. Tout le monde ne sait pas le faire. Voilà, c'est ce que je voudrais ajouter. Bon, on peut peut-être apprendre, ça, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a ce petit don aussi qui fait qu'on devient un bon écrivain ou un écrivain qu'on va aimer, dont on va aimer les histoires. Ça aussi, je crois que c'est une réalité. Ok, Zéna, ton mot de fin, s'il te plaît. Déjà, merci. Merci beaucoup à l'équipe de Mouna Kalati, déjà de m'avoir invité. Et puis, merci également pour ce rapport sur la littérature jeunesse ivoirienne, parce que ça permet justement de voir tout ce qui a été fait et pourquoi pas les perspectives par rapport à ce qu'on pourrait faire. Donc merci infiniment, merci à toutes les personnes qui ont bien voulu participer, merci également à Fatou Keita et à Dr Tano Laura qui n'est plus là pour l'instant, merci infiniment et puis voilà, que vive la littérature jeunesse ivoirienne tout simplement. Merci. Voilà, c'est sur cette dernière note que nous allons mettre donc fin à cette rencontre. Vive la littérature de jeunesse en Côte d'Ivoire et en Afrique. À très bientôt. Bye bye.